Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour faire le bilan du mois de juillet, donc le book haul, le bilan lecture bien évidemment et la pile à lire du mois d'août. Donc j'ai environ 5-6 livres par catégorie à peu près. C'est parti, je vous montre ça. Donc on a ici la pile du book haul. J'ai acheté 7 livres. D'ailleurs quand j'ai filmé pour les autres réseaux, j'ai carrément zappé les 3 poches qui sont là. J'ai compté que 4 livres, mais il y en a bien 7. Donc comme d'habitude, je vais vous lire les résumés. Du coup, pour commencer, j'ai pris les 3 poches là, donc ce sont 3 livres de Geneva Rose. On a le premier qui est Tu n'aurais pas dû venir ici. New-Yorkaise surmenée, Grace Evans a réservé un Airbnb dans un ranch perdu du Wyoming. Non seulement l'endroit est idyllique, mais son propriétaire, le charmant Calvin Wells, subjugue immédiatement la vacancière. Tous deux se rapprochent et craquent l'un pour l'autre. Mais voilà, Grace éprouve très vite le sentiment que quelque chose ne tourne pas rond. À mesure que leur jeu de séduction se déploie, l'inquiétude s'installe. Et s'il s'agissait d'un piège 5 étoiles? Franchement, trop sympa. Ensuite, j'ai pris Amitié assassine, Buckhead, Atlanta. Un quartier chic avec ses voitures de luxe, ses immenses demeures et son salon de beauté. Un établissement raffiné? Oui, jusqu'à ce que Shannon, l'ancienne meneuse de cette petite communauté privilégiée, soit larguée sans ménagement par Bryce, son mari politicien. Alors qu'elle décide de se venger, 3 autres femmes, Crystal, Olivia et Jenny, entrent dans l'arène. Le salon ne tarde alors pas à devenir un enfer sur terre. Parmi elles, l'une va finir par mourir. Mais laquelle? Souvent, l'amitié est une affaire très complexe, qui peut se révéler assassine. Et le troisième, du coup, c'est Cadavre en famille. Après le décès de leur mère, 3 frères et sœurs séparés depuis des années se réunissent pour régler sa succession. En fouillant dans les affaires de leurs parents, Bess, Nicole et Michael tombent sur une collection de vidéos personnelles et décident de replonger dans les souvenirs de leur enfance. Mais la nostalgie est vite interrompue lorsqu'une des cassettes VHS révèle une nuit de 1999 qui ne leur dit strictement rien. À l'écran, leur père apparaît couvert de sang. De quoi leurs parents se sont-ils rendus coupables cette nuit-là? Bess, Nicole et Michael doivent maintenant se décider. Laisser le passé derrière eux ou tenter de découvrir le sombre secret que leur mère a emporté dans sa tombe. Ça m'intrigue trop. Après, on passe donc au brochet. Du coup, j'ai pris Long Way Down de Krista et Beccarici, donc le tome 9, c'est ça, de la saga Addicted. J'ai toujours pas commencé la saga. Mais je sens qu'elle va me plaire, c'est pour ça que j'achète tous les tomes, comme ça je pourrais enchaîner si jamais l'envie m'en prend. Donc là, je vais pas vous lire le résumé pour pas vous spoiler ni me spoiler le reste de la saga. Il y en a 2 parmi ceux que je vous montre qui sont des cadeaux de la part de ma sœur. J'ai aussi sélectionné Samara de Amarlune, qui est celui pour lequel j'étais allée à la librairie de base. Donc là, on est sur une fantasy ou romantasy, j'ai un doute. Elle est prête à tout pour obtenir vengeance, même épouser son pire ennemi. Samara n'a jamais eu le droit de choisir, ni son destin, ni son époux. Dans le royaume du Nord, où l'eau vaut plus que le sang, son père, le roi, est prêt à l'offrir en mariage pour sceller une alliance. Mais une nuit, tout bascule. Surprise en mauvaise posture, Samara est condamnée à mort. La princesse perd tout, et en elle, la vengeance s'éveille. Durant sa fuite en terre hostile, elle tombe entre les mains de son pire ennemi. Hazard, prince de l'Ouest. Arrogant, insaisissable, dangereusement attirant. L'homme qu'elle devrait haïr de tout son être et qu'elle ne peut s'empêcher de défier. Contraints de s'allier, promis à un mariage aussi stratégique que dangereux, ils n'ont qu'un objectif, se manipuler pour parvenir à leur fin. Mais dans ce jeu de pouvoir, la frontière entre ennemis et amants se brouille, et le désir menace de les consumer tous les deux. Il a l'air tellement bien, vraiment, je pense que ça va être une de mes prochaines lectures, peut-être pour le mois de septembre-octobre par là. Et pour finir, j'ai pris la duologie Vermelio de Marina ML chez Plume du Web, qui est juste trop belle. Les petits jaspages comme ça, là, je les trouve trop mignons. Donc là, je vais vous lire le résumé que du tome 1, pareil, pour pas vous spoil ni me spoil. Purée, ils abusent, je viens de voir que l'étiquette, ils l'ont collée sur le texte. Ils peuvent pas la coller ailleurs. Non. Surtout qu'ils remettent des étiquettes alors qu'il y a littéralement l'étiquette du livre ici, qui est au même prix, etc. Bref, je comprendrai jamais certains magasins. Attendez, du coup, on va essayer d'enlever l'étiquette pour pouvoir lire le résumé en entier. J'espère que ça va pas coller dessus. Non, elle a l'air de bien s'enlever, ça a l'air d'être une étiquette pratique. Ouais. Donc, lorsqu'il pose les pieds à Rio pour sa toute nouvelle mission, Red, tueur à gages réputé, ne se doute pas une seconde que sa prochaine cible à abattre n'est autre que Veronica Ribeiro, grande trafiquante d'armes. Ni qu'il est sur le point de partager une nuit brûlante avec elle. Leur passion née sous les couleurs du carnaval ne devait être qu'éphémère. Pourtant, elle se transforme en une véritable chasse à l'homme, mêlée de faux-semblants et de tensions mortelles. Il faut dire que Red n'a pas le choix. Pour sauver sa vie et celle des personnes qu'il aime, il doit coopérer. Mais derrière les masques que Red et Nika portent devant le monde se cachent 2 passés tragiques, tissés de sang, de secrets et de loyauté brisée. S'ensuit alors une collaboration inattendue qui pourrait bien laisser de nouvelles cicatrices indélébiles sur leur âme. Mais à se perdre entre mensonges, désirs et sentiments, qui tirera la dernière balle? Voilà.
cette duologie a l'air trop bien, j'en vois que des bons retours, donc j'ai hâte de la démarrer. Peut-être voilà, pour la fin d'année aussi, à voir. Voilà donc pour la partie du book haul. N'hésitez pas à me dire si vous en avez déjà lu certains et à me dire ce que vous en avez pensé. On va maintenant passer au bilan lecture, donc j'ai lu 7 livres. Pareil, là encore une fois, il y en a un que j'avais oublié de compter dans le bilan quand j'ai filmé pour les autres plateformes, donc vous aurez vraiment le bilan au complet parce que sur les autres, j'ai dit que j'ai lu que 6 livres et j'ai clairement zappé d'en compter un. J'ai commencé le mois en lisant Losers Fraternity, le tome 3, donc Red Flag vs Green Flag de Jen Guerrieri et Océane Ganem. Donc voilà, ça y est, j'ai enfin terminé la trilogie des Losers et franchement, c'était une très bonne petite trilogie et je pense que mon tome préféré, c'est celui-là. C'était un 4,75 sur 5, vraiment, j'ai adoré cette histoire. On suit ici Jordi et Cassiopée qui sont d'anciens amis qui se sont connus quand ils étaient plus jeunes et qui ont fini par s'éloigner faute de tout ce qui est popularité, etc. Vous voyez, Jordi, c'était vraiment le nerd que personne voulait calculer, vraiment tout le monde essayait de se tenir éloigné de lui comme s'il était pestiféré, alors que Cassiopée, elle, elle est très vite devenue populaire, jolie fille, etc. Donc tout le monde voulait être ami avec elle, sortir avec elle. Elle finit par sortir avec un capitaine de je ne sais plus quelle équipe, qui est un gros con d'ailleurs, soit dit en passant. Et ils se sont donc éloignés parce que ça portait un peu atteinte à la réputation de Cassiopée de traîner avec Jordi, etc. etc. Mais on voit dans les tomes précédents qu'ils se sont éloignés, mais que de temps en temps, ils arrivent à rechuter dans leur relation d'avant, d'essayer de retrouver leur amitié, voire un petit peu plus, des rapprochements un peu plus. Ils sont éloignés au point que elle, c'est la capitaine des cheerleaders, et lui, c'est le chef de la fraternité des losers. Donc, vous voyez vraiment le côté popularité versus loser, quoi. Mais il va y avoir un événement dans le tome 2 que je ne vais pas citer parce que sinon ça va vous spoil le tome 2 si vous n'avez pas encore lu. Mais cet événement-là va faire que Cassiopée va remettre un petit peu sa vie en question et va remettre en question ses fréquentations, etc. Et se dire que finalement, Jordi, il était bien quoi comme ami, qu'elle préfère être avec lui qu'avec tous ces gens qui sont là pour la popularité, etc. etc. Donc il va y avoir une grosse remise en question de son côté à elle. Et lui, ça fait des années qu'il est amoureux d'elle, vraiment. Donc clairement, quand elle va revenir, il va un petit peu la rejeter parce que pourquoi tu reviens, mais en même temps, il est tellement amoureux d'elle que il est obligé de la laisser revenir et donc on va voir comment leur relation va évoluer. Et franchement, j'ai adoré ce tome-là, j'ai trouvé leur relation super mignonne, je les ai trouvés super attachants. Ils étaient voilà, trop chou. J'ai adoré le fait qu'on ait ce contraste entre la fille populaire et le loser, mais qu'en même temps, ils soient quand même proches, qu'il y ait quand même une attirance entre eux, qu'il y ait quand même une certaine amitié, etc. Comme quoi, c'est pas parce qu'on vient de deux mondes différents, on va dire, qu'on peut pas être amis ou autre, même si des fois la vie fait qu'on se sépare pour certaines raisons comme ça. J'ai trouvé que voilà, leur relation était trop mignonne, je les ai adorées, je pense vraiment que c'est mon tome préféré. Après ça, j'ai lu les tomes 1 et 2 de la saga des jeux des Emma Green, donc Jeux interdits tome 1 et Jeux insolents tome 2 chez Addictive. J'avais déjà lu le 3-4 l'année dernière, ou non, il y a 2 ans même, je pense. Ça fait un petit bout de temps que je les ai lus et j'avais adoré. Mon préféré, ça reste quand même le tome 4, mais du coup, voilà, j'ai enfin lu les 2 tomes qui me manquaient, donc le 1 et 2. Le tome 1, Jeu interdit, on est sur un 4 sur 5, et Jeu insolent, le tome 2, on est sur un 4,5 sur 5. Vraiment, je les ai adorés tous les deux. On a ici une ambiance Key West, plage. Mais voilà, c'est un peu l'ambiance vacances, quoi. On est à Key West, on est sur une île, il y a la plage, il y a des palmiers, c'est trop cool. Sauf que du coup, on a une relation assez compliquée entre nos deux protas, donc Tristan et Liv, parce qu'ils sont donc demi-frères, demi-sœurs par alliance, aucun lien de sang. Ils se détestent, mais en même temps, il y a une petite attirance qui se crée, qui naît, et qui va un petit peu compliquer les choses parce que ils ne peuvent pas être ensemble, on est sur de la relation interdite parce qu'ils sont demi-frères, demi-sœurs, même si c'est que par alliance, ils ne peuvent pas être ensemble et ils le savent, sauf que des fois, l'attirance va être un petit peu plus forte, et un petit peu trop forte d'ailleurs. Et du coup, voilà, on va suivre leur histoire comme ça, et en parallèle de ça, il va se passer quelque chose dans le tome 1 qui va nous créer une enquête pour le tome 2. Enfin, déjà, sur la fin du tome 1, on va commencer à enquêter, et on va avoir vraiment de l'enquête dans le tome 2 que Tristan et Liv vont essayer de mener. Le tome 2 se passe quelques mois ou années plus tard. Et donc, ils vont essayer de mener une certaine enquête. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé le mélange entre romance et enquête, quoi. J'ai adoré. Après ça, j'ai lu Le Trône d'Orlan Grey chez Addictesi, qui est le tome 2 de la duologie de l'Empire des monstres. Incroyable. Vraiment, le tome 1, c'était déjà un 5 sur 5. Le 2, c'est à nouveau un 5 sur 5. Déjà juste la beauté du livre.
Voilà, le livre est magnifique, mais l'histoire est incroyable. Donc attention, c'est une dark romantasy pour un public majeur et averti. Je peux pas trop vous raconter de quoi ça parle, mais en gros, parce que sinon je vais vous spoiler le tome 1, en gros, on a une princesse disparue qui s'appelle Ryakina, qui a changé de nom parce que du coup, elle a recommencé sa vie dans un autre royaume pour ne pas se faire tuer, et donc on l'appelle maintenant Sissia. Donc personne ne connaît sa véritable identité, et elle va un petit peu s'attirer à un moment les foudres de l'empereur qui va décider de la faire captive de base dans ses donjons, et au final, il va voir quelque chose en elle, donc il va la faire captive dans son château directement. Et c'est un empereur qui ne ressent rien, il n'a aucun sentiment, il ne ressent rien, donc ni la soif, ni la faim, ni la compassion, vraiment rien du tout, donc il n'a aucun scrupule à tuer. Mais il se refuse à la tuer elle, et il sait pas pourquoi. Alors que elle, bah à côté, elle a quand même bien des sentiments, donc quand il y a une petite attirance qui naît entre eux, c'est un petit peu plus compliqué pour elle que pour lui, parce que lui, bah il ressent rien quoi. Et la fin du tome 1 nous amène clairement à vouloir tout de suite commencer le tome 2. Et quand j'ai lu le tome 2, j'ai adoré découvrir du coup cet après à la fin du 1, où on a du coup... Je peux pas trop en dire, je sais même pas comment vous expliquer ça, mais bref, il y a de la tension, il y a de l'action, il y a beaucoup plus d'action, j'ai trouvé dans le tome 2 que dans le tome 1, et j'ai adoré ça. Mais je peux pas trop vous donner de détails, sinon je vais vous spoil, mais cette duologie était incroyable. Vraiment 5 sur 5 pour les 2 tomes. Après ça, j'ai lu Raven de Ivy Gray chez Adonia, qui était une des sorties du mois de juin. Donc pareil, très joli livre. Celui-là, on était sur un 3 sur 5. J'ai trouvé l'histoire plutôt sympa, mais j'ai trouvé que c'était un petit peu du vu et revu. C'était de la dark romance, donc attention, dark romance pour un public majeur et averti, mais dark romance plutôt soft, plutôt douce, donc ça c'est quand même pas mal, ça permet de changer, mais j'avoue que je préfère quand c'est plus dark au final. Mais ça c'est des goûts totalement personnels, mais j'ai trouvé que c'était voilà un peu vu et revu, un petit peu cliché, et que les personnages devaient être des gros durs, genre le mafieux et tout, ça devait être un gros dur qui tombe pas amoureux, mais j'ai trouvé qu'il tombait plutôt facilement amoureux finalement, et que il n'était pas si gros dur que ça, et du coup ça m'a un petit peu dérangé cet aspect-là, on va dire. J'ai pas réussi à m'attacher aux personnages non plus, ni à leurs relations, mais l'histoire en elle-même, genre ce qui se passe et tout, c'était sympa. Par contre, ce qui m'a saoulée, c'est qu'il lui arrivait tout le temps des trucs à la nana. Elle se faisait tout le temps kidnapper, ou il lui arrivait tout le temps quelque chose, et au bout d'un moment, je me dis stop, c'est trop quoi. Faut la laisser respirer un petit peu quand même. Parce qu'elle, elle est là du coup sous la demande de son père pour infiltrer le gang adverse et essayer de découvrir leurs secrets, découvrir ce qu'ils vont faire ou à quelle heure pour que le père puisse déjouer tout ça. Mais bah, elle va finalement tomber amoureuse du mafieux chez qui elle est envoyée, on va dire, et va y avoir une petite relation entre eux, quoi. Mais j'ai trouvé que c'était un petit peu trop fast burn. J'ai trouvé qu'il tombait un peu trop vite amoureux. Et personnellement, j'accroche pas trop quand c'est fast burn. Donc voilà, là c'est totalement personnel. Mais ça m'a un petit peu plus dérangé. J'aurais préféré que ce soit du slow burn. Mais franchement, l'histoire sinon était cool. Après ça, j'ai lu Les Langages du cœur de Sophie Bell chez Slalom. Déjà, le livre est juste trop mimes. Trop beau, en vieux rose comme ça. Je le trouve magnifique avec les petites fleurs sur le jaspage. Je l'ai trouvé trop jolie, et l'histoire était vraiment très mignonne. On est là sur Charlie qui est une amoureuse de l'amour, vraiment elle nous parle des langages du cœur, donc les langages de l'amour, de si on est plutôt côté tactile ou côté cadeau, ou côté compliment, etc. Franchement, elle est trop mignonne, sauf que il va lui arriver quelque chose dans sa relation actuelle qui va faire qu'elle ne va plus du tout y croire. Et à contrario, on a Lucas qui lui ne croit pas du tout en l'amour, qui ne veut pas se poser, qui ne veut pas avoir de relation stable ni rien, qui va être témoin de ce qui va arriver à Charlie et va essayer de lui redonner goût à l'amour. En fait, il a envie qu'elle croie en l'amour. Clairement, c'est son but, il veut qu'elle croie en l'amour, et donc il va essayer de lui redonner goût à ça, sauf qu'il va un petit peu se faire prendre à son propre jeu, et donc on va avoir la relation qui va émaner de tout ça entre Charlie et Lucas. Relation plutôt compliquée d'ailleurs. Mais j'ai trouvé les personnages vraiment super mignons, ils étaient très attachants, j'ai vraiment bien aimé cette histoire, c'était un 3,75 ou 4 sur 5 je crois, 4 sur 5. Et pour terminer mes lectures du mois de juillet, j'ai lu Taken de Elise Sinclair chez Adonia, donc encore une fois, dark romance pour un public majeur et averti, enfin plutôt romance sombre là d'ailleurs. Déjà, le jaspage, excusez-moi, mais magnifique. Et là, j'ai trouvé l'histoire vraiment très sympa. On est sur Cole, qui est un gars d'un gang, qui va faire une mission de routine où il va aller dans une maison pour voler des affaires, etc. Sauf que quand il va infiltrer cette maison-là, il va trouver une femme enfermée dans la cave.
On ne sait pas qui elle est, on ne sait pas pourquoi elle est enfermée, etc. Donc lui, il va la libérer parce que bah, pour lui, c'est une innocente. Et il est pour le fait de faire du mal, de tuer des gens, de torturer des gens, mais quand c'est mérité, pas des innocents. Et donc pour lui, elle est innocente, donc il va la libérer, il va essayer de l'aider à reconstruire sa vie après cette captivité parce qu'elle a été captive pendant plusieurs mois, vraiment plusieurs mois. Donc il va essayer de lui faire reconstruire sa vie et elle va y avoir un petit peu un aspect syndrome du sauveur, je trouve, parce qu'elle va directement se sentir redevable envers lui, logique, et vite tomber amoureuse, etc. Et je me demande s'il n'y a pas un petit peu un aspect de elle tombe amoureuse parce qu'il l'a sauvée. Et si c'était quelqu'un d'autre, elle serait tombée amoureuse de l'autre personne qui l'aurait sauvée. Enfin, je me demande s'il n'y a pas un petit peu de ça. Mais l'histoire était vraiment très très cool. J'ai trouvé que c'était une histoire donc de mafieux, gang, pas si cliché que ça, franchement ça va. Et l'aspect, voilà, une fille enfermée, on ne sait pas qui elle est, on la libère, on apprend à la connaître au fur et à mesure de l'histoire, donc elle c'est Ruby, j'ai adoré. Et on va voir du coup Ruby qui va se rapprocher de plus en plus du gang de Cole, qui va en faire un petit peu plus partie au fur et à mesure de l'histoire. Et ils vont en gros essayer de remettre de l'ordre dans la triade qui est le regroupement, on va dire, des 3 grands gangs de la ville parce que bah, ça va pas trop en ce moment, ils se fritent pas mal, mais bah, eux ils veulent pas que ça se frite, ils veulent que la triade reste saine, reste bien, que chacun fasse ses affaires, ils s'entraident quand il y a besoin, et voilà. Donc on va suivre toute cette histoire-là, et je l'ai trouvé vraiment très très cool. On était sur un 4,25 sur 5. Voilà donc pour le bilan lecture du mois de juillet. Et on passe maintenant à la pile à lire du mois d'août. Donc j'y ai mis 6 livres, de base 5, mais j'en ai commencé un autre qui n'était pas prévu, donc je vais vous le présenter dans la pile à lire. Donc le premier que j'ai commencé, c'est en audio, et du coup j'avais pas fait de pile à lire audio, donc il n'était pas forcément prévu, mais j'ai démarré Tu n'aurais pas dû venir ici de Geneva Rose, parce qu'il m'intriguait vraiment beaucoup trop. Je vous en ai lu le résumé tout à l'heure, donc voilà, je me suis dit, j'ai envie de le démarrer, parce que vraiment il m'intrigue, j'ai envie de savoir pourquoi elle aurait pas dû venir dans ce chalet quoi. Et honnêtement, j'ai bientôt fini, et je crois qu'il me reste à peu près 50 minutes ou 1 heure d'écoute, et je ne sais toujours pas ce qui va se passer. Vraiment, je me fais quelques petites théories, mais j'arrive pas vraiment à savoir qui cache quoi, qui est derrière quoi dans cette histoire, qu'est-ce qui va se passer. J'ai hâte de le découvrir. Toujours en poche, j'ai sélectionné Imprévisible colloque de Manon Lane chez Addictive. Donc là, je vais vous lire le résumé. Elle n'a aucune envie de vivre avec le meilleur ami de son frère, et c'est bien pour cela qu'il accepte de cohabiter avec elle. Après une rupture, Seijin se retrouve à camper sur le canapé de sa meilleure amie. Ses recherches de logement n'aboutissant pas, son frère lui propose de s'installer dans son appartement, qu'il délaisse depuis quelque temps au profit de celui de sa copine. Seul problème, Camille, le colocataire. Il est le meilleur ami de son frère et le mec qu'elle déteste autant qu'il l'attire depuis son adolescence. Elle s'attendait à ce qu'il refuse catégoriquement de la voir envahir son espace, mais c'était sous-estimer son meilleur ennemi. Ce grand baraqué aux boucles brunes est prêt à tout pour lui rendre la vie impossible, même à accepter qu'elle vienne habiter avec lui si cela veut dire qu'il pourra le lui faire regretter chaque jour. Vraiment voilà, il me tente beaucoup, une petite histoire de colocation, chamaillerie, etc. Ça a l'air plutôt sympa. J'ai aussi sélectionné One Life Stand de Anna Bonam-Yang qui me tente vraiment énormément. Ça fait des mois que j'ai envie de le lire. J'ai pas pris le temps encore, je l'ai eu il y a peut-être 2 mois, je l'ai réceptionné et j'aimerais vraiment beaucoup le lire là, mais je sais pas si je vais en avoir le temps. J'espère. Donc pour le résumé, ils ne devaient passer qu'une nuit ensemble, mais l'histoire se complique. Wynne n'a rien de prévu dans la vie. Sa meilleure amie, son appart décrépit, son petit boulot au café du coin lui conviennent et la rendent heureuse malgré tout. Elle a même réussi à transformer son handicap en force. Quand elle rencontre Beau, lors d'une soirée déguisée, tout vole en éclats car enfin elle sort de sa zone de confort. Ils passent la nuit ensemble, c'est le meilleur coup de sa vie. Sauf que Beau quitte Wynne le lendemain matin sans un regard en arrière et sans même lui donner son vrai nom ou son numéro de téléphone. Quelques semaines plus tard, un imprévu va tout basculer. Wynne doit s'installer chez Beau alors qu'ils se connaissent à peine. Ça a l'air trop bien, en plus sur des personnages handicapés, je trouve ça très cool. Et ensuite pour les brochets, donc le premier c'est ma lecture actuelle, c'est le manuscrit inachevé de Franck Tillier chez Fleuve Noir. Mais alors là, je vais vous lire le résumé, hein. Mais même moi je suis paumée, j'en suis à presque la moitié, je ne sais pas quoi penser, je soupçonne tout le monde, je n'arrive pas à savoir qui cache quoi, je me fais des théories sur vraiment tous les personnages. Voilà. Je cherche qui peut avoir tué le personnage, est-ce que le personnage est vraiment mort ou pas. J'arrête pas de me faire des théories et je le fais en plus en lecture commune, je le lis en lecture commune avec ma copine Tiffen, donc elle est pareille, on se fait des théories, on s'envoie tout ça, on se fait des updates et tout sur Insta, on est perdu et on sent qu'il va nous mener en bateau jusqu'à la fin du bouquin. Donc, une enquête sans corps, une défunte sans visage, un thriller sans fin. Aux alentours de Grenoble, une voiture finit sa trajectoire dans un ravin après une course-poursuite avec la douane.
Dans le coffre, le corps d'une femme. À la station-service où a été vu le conducteur pour la dernière fois, la vidéosurveillance est claire. L'homme n'est pas le propriétaire du véhicule. Leanne Morgan et Enaël Mirror sont une seule et même personne. L'institutrice reconvertie en reine du thriller a toujours tenu sa vie privée secrète. Sa vie, un mariage dont il ne reste rien sauf un lieu, l'inspirante, villa posée au bord des dunes de la côte d'Opale et le traumatisme de l'enlèvement de sa fille Sarah. L'agression soudaine de son mari va faire ressurgir le pire des 4 années écoulées. Dans le vent, le sable et le brouillard, une question parmi d'autres se pose. Vers qui, vers quoi se tourner quand l'unique vérité est que tout vous devient étranger? Vraiment, j'adore ma lecture, mais je suis paumée. Ensuite, j'aimerais beaucoup lire Obsession Falls de Claire Kingsley. Pour être honnête, je l'avais démarré, j'ai lu un chapitre et demi, 2 chapitres, quelque chose comme ça. Je suis au milieu du chapitre 2, mais je l'ai mis en pause du coup parce que avec Tiffen, on a voulu démarrer le manuscrit inachevé en même temps, donc je le reprendrai juste après, mais il m'attire beaucoup trop. Donc dans cette petite ville où tout le monde se connaît, elle se croyait en sécurité. Grosse erreur. Tout commence par une ombre dans son dos. Quand Audrey Yang revient à Tillicum, sa ville natale, elle s'attend à retrouver le cadre tranquille des paysages familiers, pas à sentir le danger rôder à chaque coin de rue. D'abord, ce ne sont que des impressions. Un pas derrière elle, le sentiment d'être observée, une voiture qui semblait la suivre. Sans doute son imagination. Pourtant, les signes se multiplient et bientôt les menaces deviennent trop précises pour être ignorées. Et puis il y a Josiah Haven, son voisin et propriétaire. Avec son allure de bûcheron taciturne, il n'a rien du genre d'homme qui l'attire, en théorie. Pourtant, en dépit de son caractère bourru, quelque chose chez lui la trouble et la désarme. Alors qu'Audrey tente de comprendre qui la traque, elle se retrouve malgré elle à chercher réconfort et protection auprès de cet homme aussi intrigant qu'inattendu. Le danger se rapproche et Audrey devra découvrir à qui accorder sa confiance avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, il m'intrigue trop, on dirait que c'est un petit peu une romance mêlée à de l'enquête, du suspense, ça a l'air trop sympa. Et le dernier que j'ai sélectionné, c'est Leaving Us Behind de Johnny Sweet chez Addictive. Donc tout cela, ce sont des SP, ceux de chez Addictive, donc les poches et les brochets. Du coup, pour celui-là, l'amour n'est pas toujours un choix, surtout quand il devient une trahison. Malgré les épreuves qui l'en ont éloigné, Annie aime sa sœur plus que tout. Alors quand Oliana lui demande une faveur impossible, Annie accepte sans hésiter. Peu importe si, depuis des années, c'est la guerre entre elle et Tobias, le mari de sa sœur. Annie sait qu'Oliana poursuit un rêve qu'elle ne peut atteindre seule et elle est prête à tout pour l'aider à le réaliser. Mais ce rêve s'effondre lorsque le corps d'Oliana est retrouvé sans vie, laissant Annie dévastée, et porteuse d'un secret qui la lie irrémédiablement à Tobias. Entre chagrin, culpabilité et non-dit, Annie va devoir affronter les conséquences d'une promesse faite par amour, une promesse qui pourrait bien tout faire basculer. Là encore une fois, on a un mort, etc. De la romance, ça a l'air très sympa. Et voilà donc pour la pile à lire du mois d'août. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardée jusqu'en entier. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à me dire tout ça en commentaire. À me dire aussi les livres que vous avez lus en juillet, ceux que vous avez achetés et ceux que vous avez prévu de lire pour le mois d'août. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner ici sur Instagram et sur TikTok. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!